Une production des studios Bass. Notre histoire nous sera racontée dans ce passé décomposé. Bienvenue à un nouvel épisode du balado Passé décomposé. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 5e épisode. Je m'appelle Guillaume Beaulieu et comme toujours, je suis accompagné de mon fidèle acolyte Martin Archambault. Bonjour Martin. Bonjour Guillaume, comment ça va? Ça va très bien. En plus qu'on a des invités pour la première fois cette semaine, on va vous les présenter dans une vingtaine de minutes. J'ai bien hâte de vous parler de ça. Avant d'aller trop loin, on se doit de remercier notre commanditaire pour aujourd'hui. Cet épisode est présenté par généalogie-québec.com, la plus grande collection en ligne d'archives historiques du Québec et du Canada, avec plus de 100 millions de documents pour retracer votre histoire familiale. Et en tant qu'auditeur, vous profitez d'un rabais exclusif de 25 % sur votre abonnement si vous entrez le code promotionnel Histoire25 lors de votre achat. Martin, est-ce que tu pourrais nous rappeler rapidement sur quelle plateforme on peut nous suivre? Ben, c'est assez simple parce qu'on est accessible partout. Je vous dirais que la façon la plus simple, c'est d'aller sur notre site web, évidemment, passédécomposé, podaccent.com. Mais si vous êtes abonné à un site de podcast, que ce soit Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Amazon Music, YouTube Music, Audible, TuneIn, Podbean, Castbox, et je pourrais t'en nommer comme ça des dizaines et des dizaines. Il en manque quelques-uns. On pourra en ajouter, non? C'est pas compliqué, on est partout. Donc, il n'y a pas d'excuse pour ne pas nous écouter, mais de toute façon, notre site web les répertorie tous. Donc, vous allez faire un petit tour là, puis vous allez tout avoir l'information. En plus, qu'on peut nous écrire directement de par notre page, sur notre site web, et il y a la page Facebook Passé décomposé, le podcast. Pour notre actualité généalogique, je suis tombé sur un article datant du 16 mars 2025. Bon, on sait que ça commence à dater un peu, mais ça expliquait le projet d'un mécène du nom de Jean-Pierre Pépin, un passionné de généalogie. Lui a décidé d'investir près d'1 million de dollars dans le but de transformer l'église de la Tulipe et Gaboury, qui se situe au Témiscamingue, en centre d'archives et de culture. Pour les grands amateurs de généalogie, Jean-Pierre Pépin a été le propriétaire de l'Institut Drouin et de Généalogie Québec, et ce jusqu'à l'automne 2024. C'est entre autres François Desjardins qui est désormais copropriétaire de l'Institut Drouin et généalogie-québec.com et accessoirement notre commanditaire. Le projet de transformation a été confié à 2 co-directeurs de la région, soit Guillaume Internochia, j'espère que je prononce bien, et Dominique Bérubé. Je trouvais ce projet-là très intéressant et à ma grande déception, je ne trouvais pas d'article qui faisait le suivi des travaux. Qu'à cela ne tienne, mon cher Martin, avec la magie des réseaux sociaux et avec un nom pas très commun comme Guillaume Internochia, j'ai pu discuter avec eux et notamment Dominique Bérubé, le co-directeur du projet. Malheureusement, question de timing là, pour l'enregistrement d'aujourd'hui, j'ai pas pu finaliser ma discussion avec lui à temps pour l'enregistrement, mais je vous promets qu'au cours des prochains épisodes, je veux vraiment vous tenir au courant de ce projet-là. Je sais entre autres là, qu'ils ont réutilisé les bancs d'église pour faire les bibliothèques sur lesquelles vont être déposés les livres. Je trouvais ce projet-là incroyablement extraordinaire, donc je veux vraiment vous en reparler, mais je voulais au moins vous mettre l'eau à la bouche. On a instauré un nouveau segment lors du dernier épisode qui était le mot du jour, donc je te laisse la place, mon cher Martin. Le mot historique du jour. La célèbre ceinture fléchée est bien plus qu'un accessoire d'hiver. Née au début du 19e siècle, elle est issue d'un mélange de savoir-faire. Les colons français maîtrisaient le tissage, mais ils se sont inspirés des techniques autochtones pour créer ces motifs en forme de flèche. Pratique, elle servait à serrer les manteaux et à soutenir le dos des voyageurs tout en affichant des couleurs vives. Son nom vient tout simplement du motif fléché qui la distingue. Aujourd'hui, elle demeure un symbole fort de l'identité canadienne-française. Et voilà. La ceinture fléchée. Ben oui. Moi, ça me fait toujours penser, la ceinture fléchée, puis je sais que ça
c'est peut-être même cliché comme sujet, mais moi, je revois toujours soirée canadienne. Oui. Je revois soirée canadienne. J'étais assez vieux pour me rappeler Monsieur soirée Bilodeau. canadienne. Oui, avec M. Bilodeau, puis les gens qui portaient là, la ceinture fléchée comme décor. Vraiment. Ouais. Bon, nos petits cousins français aussi pensent qu'on porte ça encore à journée Ouais, longue qu'on se parfois, déplace en raquette malheureusement. pour aller travailler. Ouais. Avant de débuter, Martin, pour le grand thème qui va être l'éducation et l'évolution de celle-ci, je dois vous dire que tout au long de mes recherches sur ce sujet-là, le nom de Guy Rocher va revenir à plusieurs reprises. Guy Rocher qui était sociologue de formation et qui a été également professeur en sciences sociales à l'Université de Montréal. Il va être étroitement lié à l'avancement de la cause de l'éducation au Québec. Il va même participer à la Commission royale d'enquête sur l'enseignement qu'on va connaître plus tard sous le nom de Commission Parents. La fameuse Commission Parents. Exactement, je vais en parler aussi un peu plus tard. Ironiquement, M. Rocher est décédé la première journée où j'ai débuté mes lectures pour préparer l'épisode qu'on vous présente aujourd'hui. Il était très jeune, seulement 101 ans quand même, 101 ans et 4 mois même. Donc, on envoie nos pensées à la famille et ce segment du balado va lui être dédié. Aussi, Martin, on fera pas semblant. Je risque pas de t'apprendre grand-chose dans cet épisode-là, comme tu as étudié toi-même en enseignement. Donc, j'espère peut-être plutôt te rafraîchir la mémoire sur certains trucs. Très certainement, puis j'avouerai que j'ai même contribué en te prêtant quelques documents. Ben, tout à fait. Quelques lectures. J'ai eu accès aux vrais documents d'université là, qui sont offerts dans le cadre du bac en enseignement. De nos jours, c'est le gouvernement qui gère de façon provinciale ou fédérale certains dossiers, notamment l'éducation. Toutefois, à l'époque de la Nouvelle-France, on va voir deux entités qui vont gérer les différents dossiers. On va avoir d'un côté le roi Louis XIV et ses gouverneurs généraux qui vont gérer tout ce qui est armée, milice, les règles législatives et la justice. Le roi va tout de même donner certains droits à la Compagnie des Centres associés, entre autres. Leurs pouvoirs vont se limiter toutefois à des choses quand même assez précises, dont le commerce de la fourrure, puis l'économie de la colonie, mais de façon générale, c'est principalement le roi. De l'autre côté, on va avoir l'Église de France et ses membres qui vont gérer l'éducation et l'enseignement. L'Église va avoir un représentant au Québec qui sera un évêque et c'est le Monseigneur François de Laval qui va être le tout premier évêque du Québec. D'ailleurs, l'Université Laval dans la ville de Québec est nommée en son honneur. C'est dans cet environnement qu'on va créer des petites écoles pour le peuple. On va créer aussi des collèges et des séminaires pour l'élite et pour ceux aussi qui ont la vocation cléricale. Et on va créer des écoles techniques pour ceux qui voudront apprendre un métier. Il va également y avoir les Ursulines qui vont fonder la toute première école pour jeunes filles de la colonie. Peu importe dans quelle école on allait, le système d'éducation, si je peux me permettre cette expression-là, bon, système d'éducation, c'est un peu grand, mais avait deux buts. C'était d'assimiler le plus grand nombre d'Autochtones et de faire de l'éducation religieuse. Est-ce que c'était parfait? Non, pas du tout, et même loin de là. Les Premières Nations avaient aucunement les mêmes intérêts, très évidemment, et les écoles ont tellement déstabilisé leur mode de vie que les Autochtones n'ont pas du tout adhéré à ce système d'éducation-là. On n'essayait pas de faire avec, mais vraiment d'imposer, et ça a fait pour des raisons très évidentes qui n'ont pas vraiment suivi. Ce système-là a duré en place quand même un large moment, mais avec la conquête anglaise, j'imagine qu'il va y avoir des nuances qui vont être apportées puis des façons de faire qui vont être différentes. Tout à fait. Écoute, dès le lendemain de la conquête anglaise en 1760, les écoles et le système scolaire vont se retrouver en pleine crise financière. Le clergé bénéficiait, oui, de quelques donateurs privés, mais la grande majorité de l'argent venait directement de l'État. Donc, les colons français vont quand même avoir un avantage, c'est-à-dire qu'au moment de la conquête, ils sont 60 000 personnes qui parlent le français et ça ne va cesser d'augmenter que de jour en jour. Donc, le nouveau gouvernement anglais va permettre qu'on exerce la religion catholique en autant qu'elle ne contrevienne pas aux lois britanniques et ce, dans un enseignement en langue française. Donc, autrement dit, malgré qu'on soit maintenant dans une conquête, dans une colonie anglaise, on peut continuer de parler français si c'est dans l'école, si c'est dans le but d'apprendre la religion. En permettant de continuer d'enseigner la religion en français, on venait un peu protéger la langue de cette belle façon-là. La conquête n'empêchera pas les écoles de fonctionner, puis même que la plupart des écoles élémentaires vont reprendre leurs activités dans les années qui vont suivre. La situation va être cependant plus difficile pour l'enseignement au secondaire où certaines communautés religieuses ne recevront pas l'autorisation de renouveler les contrats du personnel enseignant et vont devoir même fermer leurs portes.
Il y avait quelques écoles privées, certaines sont devenues bilingues, d'autres sont devenues totalement anglaises, mais de toute façon, là, ces écoles-là n'étaient pas à la campagne, donc, et c'était là que vivait le 4/5e de la population. Donc, le peu d'écoles qu'on va garder en français, c'est dans la grande ville, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de population qui est là. C'est donc une période de temps où l'analphabétisme, je vais prendre énormément d'ampleur, principalement dans les villes qui sont un peu moins développées. Donc, oui, effectivement, la conquête anglaise va avoir quand même des très grands impacts. Puis maintenant, si on fait le saut et qu'on se rend directement au 19e siècle, qu'est-ce que ça donne? Bien, au 19e siècle, on va commencer à avoir un système scolaire qui ressemble déjà un peu plus à ce qu'on a actuellement. Cette mise en place vient de la commission d'enquête Smith. Donc, à la fin du 18e siècle, il y a un constat assez généralisé au Québec. Les Québécois anglophones ou francophones ne reçoivent pas assez d'éducation de qualité. Ce qui est offert dans les écoles, ça ne suffit plus pour éduquer des jeunes, des enfants, des jeunes adultes. Donc, on va... et ça, c'est quand on peut se permettre même de fréquenter l'école, parce qu'il y a plusieurs familles qui peuvent même pas se présenter. La commission Smith va donc faire des recommandations, soit de faire une nouvelle structure avec une école primaire qui est gratuite dans chaque paroisse. On va mettre une école secondaire dans chaque comté, donc un petit peu moins, ça va être des gens d'un peu plus les villes autour qui vont fréquenter, et tout ça va être chapeauté par une université. On allait redonner aussi un peu plus de pouvoir au gouvernement afin d'unifier l'enseignement et on suggérait également de tenir compte des confessions religieuses et de la langue des élèves en créant des écoles biconfessionnelles et bilingues. Donc déjà là, à cette époque-là, on commence à s'adapter. On dit, OK, ben eux, c'est des protestants, eux, c'est des anglophones, on va pas essayer de les assimiler, on va essayer de les accommoder au lieu. Les Canadiens français embarquent pas trop, par exemple, dans le projet parce qu'eux veulent vraiment se séparer et avoir leur confession religieuse, catholique, francophone, mais malheureusement, Londres, qui chapeaute le tout, va refuser tout ça. Il va donc y avoir deux systèmes scolaires, un système public pour les anglophones et un système privé et confessionnel pour les écoles catholiques francophones. Dans les deux cas, ça va être pas très efficace, on apprend de nos erreurs, on se relève les manches, on continue de faire évoluer tout ça et en 1846, on va officiellement créer deux systèmes distincts. Donc, un pour les protestants, des anglophones pour la très grande majorité et un autre pour les catholiques, majoritairement des francophones, mais avec un grand lot d'Irlandais aussi. On va également créer un système d'inspectorat régional. Donc, c'est un inspecteur par district qui va s'assurer que non seulement il y a un enseignement qui est fait, mais que la qualité de l'éducation soit là. On s'assure que ce qui est enseigné aux enfants, ça soit de la bonne éducation et l'enseignement se passe principalement dans ce qu'on appelle les écoles de rang. Ben oui, les fameuses écoles de rang. On a tous la vision de l'école, là. Pas large, faite en long, avec la poêle à bois en avant pour chauffer. Puis, très Émilie Bordelot, là. Oui. On va finir par arriver au 20e siècle, cependant. Et est-ce que les grandes lignes côté éducation sont différentes à cette époque-là? Donc, à partir du 20e siècle, début des années 1900, on comprend encore plus à quel point l'éducation est non seulement important, mais à quel point c'est en constante évolution. Durant ces années et depuis quelque temps déjà, il y a l'industrialisation qui est en plein essor et qui a un effet positif quand même dans tout ça parce qu'on va trouver une façon de faire un petit réseau d'éducation on the side en bon français pour faire un enseignement à caractère plus professionnel et plus technique. C'est donc dans ce courant de pensée-là qu'on va créer deux écoles techniques en 1907, une à Montréal et une à Québec. Et c'est dans cette même foulée qu'on va créer l'école d'arpentage en 1907 et l'école forestière en 1910, qui seront toutes les deux chapeautées par l'Université Laval. Donc, on voit là que ça commence un peu à avoir des métiers un peu plus spécialisés. On va au-delà de la religion dans l'enseignement. Les villes de Trois-Rivières et Hull elles vont avoir, quant à elles, leurs écoles techniques également en 1918 et 1919 respectivement. On commence donc à avoir un début de réseau scolaire là, pour apprendre un métier. En mai 1943, il y a Adélard Godbout, qui est alors premier ministre du Québec, qui va instaurer la loi sur l'instruction obligatoire. Cette loi va imposer que tout jeune doit aller à l'école, et ce jusqu'à l'âge de 14 ans. Si jamais l'enfant est retiré de l'école avant cet âge-là, les parents vont même recevoir une amende. Donc, on sait que l'éducation, c'est important. Il faut envoyer nos enfants à l'école. Puis même si tu ne l'envoies pas, ben, tu vas te faire taper ses doigts puis tu vas devoir payer une amende. Donc, c'était quand même assez dissuasif.
Malgré toute cette bonne volonté-là, on réalise que le gouvernement suivant, qui était celui de Maurice Duplessis, va avoir laissé en 1959 un système scolaire québécois dans une situation très précaire et difficile. Il n'existait pas encore de loi scolaire qui encadrait l'ensemble du système d'éducation. Donc, ce système s'est développé essentiellement par la prolifération d'instituts privés, notamment catholiques. Donc, ça a causé un grand retard chez les Québécois, particulièrement francophones en ce qui concerne la scolarisation, notamment parce qu'on ne pouvait pas toujours se permettre des instituts privés. En juin 1960, c'est le libéral Jean Lesage qui est élu premier ministre et lui a bien l'intention de faire sortir les Québécois de la grande noirceur qui étaient les années Duplessis. Ça va prendre moins d'1 an avant qu'il crée la Commission royale d'enquête sur l'enseignement dans la province de Québec, donc mieux connue sous le nom de la Commission Parent, une très grande réforme du système scolaire du Québec. Oui, c'est une très grande réforme, puis j'aimerais ça que tu nous donnes un peu plus de détails sur l'impact qu'a eu cette réforme Parent-là. Tout à fait. Ben, les membres de la commission d'enquête vont être nommés le 21 avril 1961. Donc, ça fait à peine 1 an que Jean Lesage est élu que déjà ça s'est mis en place. Elle est présidée par le monseigneur Alphonse-Marie Parent, donc d'où le nom de la commission Parent, qui lui était à l'époque, qui venait de prendre sa retraite d'être recteur de l'Université Laval. Il l'a été de 1954 à 1960. Dans les autres membres de la commission, il y aura entre autres Gérard Filion, et non pas Gérald de Filion, là, pas la même chose. Gérard Filion, qui était vice-président de la commission, qui à l'époque était le directeur du journal Le Devoir et président de la commission scolaire de Longueuil. Il y a Guy Rocher, dont on a parlé au début du segment, sociologue et professeur à l'Université de Montréal. Il y a Madame Jeanne Lapointe, professeure de lettres à l'Université Laval. David Monroe, qui était directeur de l'Institut d'éducation de l'Université McGill. Donc, on a fait venir aussi les universités anglophones. Il y a sœur Marie-Laurent de Rome, née Ghislaine Roquet, dans la communauté des Sœurs de Sainte-Croix. Elle était professeure de philosophie et de religion au collège Basile Moreau, qui n'existe malheureusement plus de nos jours. John McKillen, qui est directeur des écoles catholiques anglaises, la commission des écoles catholiques de Montréal. Et Paul Larocque, avocat et secrétaire adjoint de l'Aluminium Limité, à ne pas confondre avec le journaliste de TVA, pas tout à fait dans les mêmes années. La commission Parent avait pour but d'examiner toutes les dimensions de la question de l'éducation au Québec, analyser toutes les facettes du système d'enseignement qui existe depuis le début des années 60. Donc, on essaie de tout reprendre ça. Au total, la commission va avoir duré près de 5 ans. La commission va avoir recueilli 349 mémoires et plus de 400 témoignages de citoyens, d'entreprises, d'associations en tout genre. Elle a également consulté plus de 125 experts dans le domaine de l'éducation et visité 47 institutions scolaires. Donc, on s'entend, c'est un travail qui a été fait... Exhaustif. C'était très exhaustif. Ça n'a pas été fait sur le coin d'une table. En tout, c'est plus de 500 recommandations de réforme qui vont être soumises dans un rapport comprenant 3 tomes et 5 volumes. Dans les nombreuses recommandations, il y a notamment que le gouvernement Lesage va notamment retenir l'idée de créer le ministère de l'Éducation, ce qui va être fait en 1964. Question quiz pour toi, Martin, et les auditeurs. Qui a été le premier ministre de l'Éducation? Ben là, moi, je le sais, mais je peux pas te le dire. Ah, ben là. Alors, à nos invités dans la salle. Paul Gérin-Lajoie. Exactement, c'est M. Paul Gérin-Lajoie qui vient d'une grande famille d'amoureux de la langue et de l'éducation. Il y avait des journalistes dans cette famille-là, des écrivains, des sociologues. Donc, c'est lui qui va être le tout premier ministre de l'Éducation. Dans les autres suggestions que la réforme va proposer et qui vont être mises en place, il va y avoir la création d'un nouvel établissement qui préparait soit des études universitaires, soit un marché de travail. Cette institution-là va être créée à l'automne 1967 sous le nom Collège d'enseignement général et professionnel, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Cégep. J'avais plein d'autres choses en fait à vous dire là, par rapport aux enseignements, par rapport aux maîtresses d'école, par rapport à l'école de rang. Je veux pas non plus que le sujet soit trop long. Je sais qu'on va avoir un épisode un peu plus tard dans la saison, notamment sur les différents métiers. Et dans cet épisode-là, je vais vraiment m'attarder sur le rôle de l'enseignante dans les écoles de rang, avec tout ce que ça impliquait. Je voulais vraiment prendre mon temps parce que le rôle de maîtresse d'école était très, très pertinent et très important. Donc, j'aime mieux le faire dans un autre segment puis prendre vraiment J'oserais même ajouter qu'il l'est encore aujourd'hui, mais on tend à l'oublier. Oh mon Dieu. Alors, sur ces belles paroles, allons écouter tout de suite une petite capsule sur la création des premières universités. Avec plaisir. Fermez les yeux et imaginez-vous au début du 17e siècle en Nouvelle-France. Pas de café Tim Hortons à l'horizon, pas d'autoroute pour filer à Montréal. Juste des forêts à perte de vue.
un fleuve majestueux et une poignée de colons qui essaient de survivre entre 2 hivers interminables. Et pourtant, au milieu de tout ça, certains ont une drôle d'idée. Et si on fondait une école? Oui, parce que même à l'époque, il y avait déjà des profs qui rêvaient de corriger des copies. En 1635, les Jésuites lancent le Collège de Québec. Là, on ne parlait pas d'algèbre moderne ou de physique nucléaire. Non, c'était surtout du latin, de la philosophie et beaucoup de catéchisme. Bref, le genre de cours qui ne t'aide pas vraiment à bâtir une cabane en bois rond, mais qui forme une élite cultivée. C'était en quelque sorte la première tentative de créer une université maison. Puis arrive Monseigneur François de Laval en 1663. Ce gars-là n'avait pas froid aux yeux. Il décide de fonder le séminaire de Québec pour former des prêtres. L'endroit devient vite un centre d'enseignement avancé avec des programmes de philosophie et de théologie. Laval, lui, voyait grand. Dans sa tête, il posait les bases d'une future université. Mais il fallait être patient, très patient, parce que la colonie, à l'époque, était plus préoccupée par comment passer l'hiver sans mourir gelé que par quels sont les grands courants philosophiques de l'Antiquité. Après la conquête britannique en 1760, tout est chamboulé. Les Anglais débarquent avec leur système scolaire. Et là, ça devient un peu le choc des cultures. D'un côté, le latin et la théologie. De l'autre côté, Shakespeare et la science. Pas facile de faire cohabiter tout ça. Puis, enfin, en 1852, boum! Un grand moment, le séminaire de Québec obtient sa charte officielle pour devenir l'Université Laval. Et là, c'est historique. La première université francophone d'Amérique du Nord, une sorte de Ivy League, version québécoise, mais avec plus de neige et moins de chandails de rugby. Après ça, les choses vont s'accélérer. En 1878, une succursale de Laval s'installe à Montréal. Quelques décennies plus tard, elle prend son indépendance et devient l'Université de Montréal. Comme un ado qui quitte la maison familiale, « Merci Laval, mais j'ai besoin de mon appart ». Pendant ce temps, à Montréal aussi, l'université McGill, fondée en 1821 grâce au riche marchand James McGill, devient une institution anglophone prestigieuse. Si Laval, c'était le fromage Oka, McGill, c'est le Scotch Single Malt. Puis, au 20e siècle, on voit pousser d'autres universités, Sherbrooke, l'UQAM et tout le réseau de l'Université du Québec, un vrai buffet universitaire pour tous les goûts et toutes les ambitions. Mais souvenons-nous, tout ça a commencé avec une poignée de jésuites qui enseignaient le latin à Québec et avec un évêque, François de Laval, qui s'est dit « Pourquoi pas fonder une université dans le fin fond d'une colonie enneigée ?» Et grâce à cette ténacité aujourd'hui, on peut suivre des cours de médecine, de droit, de génie ou même d'histoire pour raconter cette aventure. Alors la prochaine fois que vous traversez un campus moderne, rappelez-vous, derrière les cafés étudiants, les résidences et les examens finaux, il y a plus de 200 ans de patience, de persévérance et de rêves un peu fous. Toujours très intéressant tes capsules, Martin, vraiment. Merci. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir en studio Sylvain Michaud et Lise Michaud de l'Association des familles Michaud du Québec. Lise, vous avez été présidente de cette association-là pendant quelques années, alors que Sylvain, vous vous occupez surtout de l'aspect généalogie sainte. Pour autant, généalogiste, tout comme nous, vous êtes un grand amateur et vous avez fait vos devoirs pour vous assurer que ce soit bien fait. C'est un immense plaisir de vous recevoir tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'association? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça a été créé quand? On vous écoute. Moi, j'ai joint l'association, ça fait 3 ans et demi, mais elle existe depuis 1987. Elle a été fondée un 6 de mai à Québec. Okay. Et ça a été le début. Les gens voulaient se réunir ensemble, surtout faire des recherches pour savoir qui était l'ancêtre, d'où il venait. Fait que dans les premiers fondateurs, il y avait Madame Françoise Michaud-Dufresne, qui a joint l'association, puis elle a fait énormément de recherches. Elle a finalement trouvé les 4 premières générations de Pierre Michaud. Elle a d'ailleurs écrit un livre là-dessus. Donc, à partir de là, ça a été un grand pas de fait pour savoir qui était Pierre Michaud, les origines et tout ça, qui est passé par l'île d'Orléans, par tous ces coins-là, pour finalement aboutir à Kamouraska.
Vous m'avez raconté aussi, avant qu'on entre en ondes, que votre père avait fait la généalogie des Michaud à la main à l'époque. Oui, mais il n'a pas seulement fait les Michaud, il a fait aussi du côté de sa mère, les Bergerons. Il a fait du côté de ma mère, qui sont les Boyer. Ça fait énormément, beaucoup de recherches, tout à la main. Il m'a légué ses cartables. C'est à partir de là que moi, je m'y suis intéressé d'ailleurs. Puis on rappelle qu'à cette époque-là, il n'y avait pas Internet pour faire des recherches. Là, hein? Fallait se déplacer, fallait aller chercher les archives. Exact. C'était pas facile. Là. C'était du travail. Ouais. Madame Michaud, vous êtes arrivée en tant que présidente en quelle année? Puis comment vous êtes arrivée jusqu'à la présidence de l'association? Ça a été un petit peu simple parce que j'ai joint l'association à peu près au tournant de l'année 2000. Et en 2005, j'ai assisté à ma première assemblée générale. Et là, j'ai été élue première vice-présidente. Et comme le président du temps était inactif, à ce moment-là, de 2005 à 2006, j'ai fait la présidence intérimaire. Et en 2006, à Kamouraska, là, j'ai été élue pour 3 ans. Mais finalement, je suis demeurée présidente jusqu'en 2015. Oh. Ça a été un beau parcours. Ça a été à bien y réfléchir après coup. Je me suis rendu compte que ça a été le thème de ma présidence, ça a été d'apporter de la modernité, à savoir que sur le conseil, tous des gens formidables, mais qui dataient un petit peu de 1900. Donc, ça a suscité la transition vers des plus jeunes, dont mon cousin Rénal Michaud, qui est devenu vice-président et malheureusement qui est mort l'an passé. Mais c'est comme ça qu'il y a eu du sang neuf, plus jeune, avec des idées plus jeunes, puis des moyens technologiques plus jeunes. C'est comme ça que on est arrivé à faire une clé USB et qui remplaçait admirablement mieux que le répertoire. Ah, le gros livre. Oui, la Bible. les deux volumes très épais du répertoire des Michaud. Incroyable quand même d'avoir numérisé tout ça et de rendre ça encore plus accessible. Absolument. Quand on est membre de l'Association des familles Michaud, à quoi on peut s'attendre? J'imagine qu'il y a des genres d'infolettes, des choses comme ça. On a un journal qui existe depuis les tout débuts. Au début, il s'appelait La Branchette. Il y a 2 numéros qui sont sortis de ça. Puis justement, Mme Dufresne, Michaud-Dufresne, quand elle a fait ses recherches, elle a trouvé un patois qui venait justement de Vendée, de là-bas, qui s'appelait le brelan. OK. Puis ça, c'est ce que ça veut dire, le brelan, c'est les... Endroit où on cause, on placote. Fait qu'à partir de là, ben les autres numéros sont devenus, se sont appelés le brelan. Et puis, justement, au mois de novembre, ça va être le 126e numéro qui va sortir. Wow! À raison d'une fois par... 2 à 3 fois par année. 2 à 3 fois par année, quand même. 126 numéros, c'est assez incroyable. Je sais qu'il y a un événement qui est passé il n'y a pas très longtemps, mais déjà, vous commencez à cogiter pour les prochains événements. Oui, mais à chaque année, il y a toujours eu un rassemblement des Michaud qui a eu lieu. Et puis, il s'est toujours promené à travers la province parce qu'on veut accommoder tout le monde, parce qu'on a vu des Michaud qui sont en Abitibi, d'autres qui sont en Gaspésie, d'autres qui sont un peu partout. Fait qu'on se promenait un petit peu dans la province. À chaque année, une grosse réunion annuelle qu'on faisait. Il y a même une année où ils sont allés en Europe, sur les lieux mêmes, un gros voyage organisé avec les Michaud. Ça, c'est en 90. Wow! Incroyable. Et puis, là, étant donné que ça a été créé en 87, eh bien, dans 2 ans, on va fêter le 40e anniversaire. Donc, on veut organiser quelque chose de gigantesque. Tout à fait. À quoi on peut s'attendre? Est-ce que vous commencez déjà à planifier un peu ou c'est dans les secrets des dieux? On a juste lancé l'idée qu'il faut préparer quelque chose. On a justement une réunion dans à peu près 3 semaines là, pour justement pour en discuter puis amener des idées là-dessus. Ben moi, j'en profite. Je présume qu'avec un thème comme les Michaud, il y a beaucoup de Michaud qui nous écoutent actuellement. On l'espère. Vous êtes un Michaud, encouragez votre association, c'est important. Sûr. Et si il y a des Michaud qui disent « Diantre, je ne suis pas membre, comment fais-je pour le devenir? » Vous avez un site Internet, comment on entre en contact avec vous? C'est simple, sur l'Internet, on est disponible, c'est famille avec un S, famillemichaud.org. Avec le site, il y a beaucoup d'informations qui sont là. Quand on devient membre, on a accès aussi à une base de données, justement pour la généalogie, ceux qui en font. Fait qu'on a 14 générations qui sont disponibles là-dessus.
Et puis, non, c'est simple. Sur le site même, c'est facile de remplir le formulaire pour devenir membre de l'association. Bon, on incite nos auditeurs à le faire. Tout à fait. On va partager le lien, sur notre page Facebook. Et ça va être sur notre Facebook, ça va être dans les références du podcast. Donc, toute l'information va être là. Là, on va parler, évidemment, de votre ancêtre, Pierre Michaud. Vous êtes là, donc je vous incite, si jamais vous avez de l'information, des réactions, des ajouts, gênez-vous pas. Et puis, Guillaume, vas-y, on t'écoute. Ça fait que là, c'est moi qui ai la pression de faire ça devant monsieur et madame Michaud. Et ça n'a pas le choix d'être parfait parce que tu vas te le faire dire. Pas de stressant. Non, mais comme je leur disais, je me suis quand même fié un peu à leur site web qui est très bien fait, en espérant maintenant que j'ai noté toutes les bonnes choses. Sinon, je vais me le faire dire. Donc, Pierre Michaud, évidemment, est l'ancêtre unique de toutes les familles Michaud du Québec. À date, ça va? Oui, j'ai la bonne info. Ça part fort. Absolument. Pierre est le fils d'Antoine Michaud et de Marie Train. Il est né vers 1637 à Fontenay-le-Comte, en France. Actuellement, là, à la suite de fusion, Fontenay-le-Comte est dans le département de la Vendée, dans la région de la Loire, mais à l'époque, c'était dans le département de Poitou. Et souvent, les habitants de Poitou, on les appelait les Poitevins. J'ai vu d'ailleurs que ce surnom-là revient sur quelques-uns de vos livres. Et donc, Fontenay-le-Comte est de nos jours une petite ville de 13 000 habitants à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de La Rochelle. On se souvient que La Rochelle, c'est la ville portuaire la plus importante pour les départs vers l'Amérique, donc il était quand même pas très loin non plus là, pour quitter en Nouvelle-France. À l'âge de 18 ans, Pierre va travailler pour Jacques Audoui et lui va lui promettre de lui montrer son travail, son métier de garnisseur de chapeaux et tout ce qui vient avec. Par contre, Pierre, il n'a absolument aucun intérêt pour ce métier-là, va donc décider de suivre sa propre voie et c'est là qu'il va décider de quitter son pays natal pour se lancer dans l'aventure de la Nouvelle-France. C'est le 27 mars 1656 qu'il accepte un contrat de servitude de 3 ans devant le notaire Paul Moreau. Pierre doit se rendre au Québec et il va travailler pour un homme du nom de Jacques Pépin, qui est un marchand protestant, originaire également de La Rochelle, mais qui habite désormais en Nouvelle-France. En plus de son salaire annuel, Pépin s'engage également à nourrir Pierre durant la traversée. Qu'est-ce que Pierre va faire exactement comme métier dans son contrat de servitude? Malheureusement, on ne sait pas, ça demeure un mystère parce que c'était pas explicitement inscrit dans le contrat de travail. Et avec la signature de ce contrat-là, on va voir que Pierre est analphabète, comme une très grande majorité d'hommes à cette époque. Avant de continuer, juste un petit rappel. Je dis rappel, mais je suis sûr à 100% de l'avoir déjà expliqué. Sinon, pardonnez-moi si je radote. Il y a 2 types d'hommes qui vont se rendre en Nouvelle-France dans ces années-là. Il y a les colons et les engagés. Les colons, comme on le dit, là, c'est ceux qui se rendaient là vraiment dans le but de défricher, de s'installer, fonder leur famille, vivre là jusqu'à la fin de leur jour. C'était ceux qui allaient vraiment s'établir, faire le nouveau pays. Les engagés, quant à eux, c'était des hommes, tout comme Pierre Michaud, qui vont venir en Nouvelle-France grâce à un contrat de travail. Dans la majorité des cas, l'employeur, la personne qui les engageait, allait payer la traversée de l'Atlantique, aller et retour, parce que les engagés avaient toujours l'opportunité de retourner en France après leur contrat de travail. Cela étant dit, il y a quand même un très grand nombre d'engagés, dont Pierre Michaud évidemment, qui ne retourneront jamais en France et qui vont décider de s'installer en Nouvelle-France après leurs 3 années de travail. On s'entend, là, quand tu acceptes de partir loin de ton pays durant 3 ans dans le but d'aller travailler, possiblement que les opportunités en France n'étaient peut-être pas incroyables, donc rester dans le nouveau pays restait finalement la meilleure des solutions. Puis en même temps, on est une terre si accueillante. Oui. Pierre va donc traverser l'océan Atlantique à bord du navire La Fortune en compagnie de 20 autres travailleurs qui vont tous être engagés par Pépin. Donc, on peut se douter que cet homme avait quand même un petit peu d'argent. Ils vont tous quitter La Rochelle à la mi-avril et arriver en Nouvelle-France à l'été 1656. Quand tu dis qu'ils arrivent en Nouvelle-France, ils arrivent où exactement? La très grande majorité des bateaux vont s'arrêter à Québec. Dans ces années-là, c'est pas mal la ville qui est la plus développée également en Nouvelle-France. On sait qu'il va travailler pour Jacques Pépin au moins jusqu'en 1659, donc durant 3 ans. Mais ironiquement, sa première mention au pays ne sera pas avant 1661. Donc, ça va prendre 5 ans avant qu'il apparaisse dans un registre quelconque. Sa première mention va être dans un registre comptable de Sainte-Anne-du-Petit-Cap, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Sainte-Anne-de-Beaupré. Il va recevoir à ce moment-là une paye pour 2 jours de travail. Écoute. C'est pas un gros contrat, mais il a travaillé pendant 2 jours.
est-ce qu'il va s'installer là? J'imagine qu'il va s'installer quelque part à un moment donné pour faire sa vie. Donc... Ben, effectivement, à un moment donné, tu veux pouvoir déposer tes valises quelque part. Donc, Pierre va devenir propriétaire le 26 août 1663, donc 7 ans après son arrivée. Il va recevoir une terre de 3 arpents de front juste en face du fleuve Saint-Laurent, situé dans le village de Beaupré, donc à l'est de la rivière Sainte-Anne, donc comme on disait, Sainte-Anne-de-Beaupré. Par contre, il va rester sur cette terre-là seulement 2 ans et par la suite, Pierre disparaît des recensements, celui de 1666 et 1667. Il est fort probable qu'il soit parti à cause d'un contrat de travail, peut-être comme pêcheur, peut-être comme coureur des bois. C'était quand même des métiers un peu instables où on se promenait beaucoup, donc travailler de la traite de fourrure, on reste rarement à la maison. S'il a été recruté comme soldat également aussi, il y a des fortes chances qu'il se soit promené. Pierre va recevoir une autre concession de terre en juin 1667 de la part de Monseigneur de Laval, dont on parlait un peu plus tôt. La terre est située à l'île d'Orléans et mesure 3 arpents de front, toujours en face du fleuve. Petite question quiz parce que j'ai pas la réponse. C'était dans quel arrondissement sur l'île d'Orléans? Est-ce que vous le savez? C'est Saint-Jean. Saint-Jean de l'île d'Orléans, merci beaucoup. Ah, on a des références. Je savais que c'était le fun des avoirs. Là, on sait qu'il y a sa terre, donc il y a un peu d'argent. Il a occupé quelques métiers. Donc là, il était rendu... Est-ce qu'il était prêt à se caser et dire on s'arrête là? On est rendu là. Donc, il va rencontrer Marie Ancelin. Parfois écrit Marie Asselin, mais vraiment dans les registres de l'époque, on mentionne Ancelin à chaque fois. Marie, c'est la fille de René Ancelin et de Claire Rousselot et elle naît en mai 1651 à La Rochelle. Le père de Marie, René, était un filassier. Donc, c'est une personne qui travaille ou du moins fait le commerce de la filasse, qui est une matière fibreuse qui ressemble un peu au lin qu'on a aujourd'hui. La mère de Marie est décédée malheureusement en bas âge et René va se marier en seconde noces avec Marie Jouin. Donc René, sa nouvelle femme et sa fille Marie vont quitter la France en 1665 pour s'installer dans la ville de Lange-Gardien. La famille Ancelin arrive au Canada en 1665 et s'installe donc à Lange-Gardien, à quelques kilomètres à l'est de la ville de Québec. Petite anecdote rapide pour toi, Martin. Savais-tu qu'au Québec seulement, il y a 3 villes du nom de Lange-Gardien? Ouais, il y en a une dans le coin de Granby. Exactement. Une en Outaouais, une sur la côte de Beaupré et une en Montérégie. Donc, souvent, les gens vont dire Lange-Gardien-Beaupré, Lange-Gardien-Outaouais. Bref, je reviens au sujet. J'ai divagué. Pierre et Marie vont se marier dans la paroisse de la Visitation de Notre-Dame, qui est à Château-Richer, un peu plus à l'est de Québec. Dans l'acte de mariage, j'aime ça parce que je vois monsieur et madame Michaud qui hochent la tête quand je parle. Ça me rassure. Dans l'acte de mariage, la date exacte du mariage n'est pas inscrite. Par contre, l'acte est situé entre le mariage du 12 septembre 1667 et du 18 novembre 1669. Donc, quand même assez vague. Il y a 2 ans là, de vide. Il y a le programme de recherche en démographie historique de l'Université de Montréal qu'on appelle le PRDH, qui est un outil de généalogie très utile. Eux jugent que le mariage a eu lieu en novembre 1667. On va devoir leur faire confiance là-dessus. Personne d'entre nous était là à ce moment-là. Au moment du mariage, Pierre est âgé d'environ 30 ans, alors que Marie est âgée de 16 ans. Il y a 6 garçons et 4 filles qui vont naître de ce mariage. De tous les enfants, une seule va décéder à quelques jours de vie, mais les 9 autres vont se rendre à l'âge adulte, se marier et avoir une descendance. On est quand même dans des années où la mortalité infantile est immense, donc 9 enfants qui se rendent à l'âge adulte sur 10, c'est quand même très bien. D'ailleurs, il y a Louis et Élisabeth Michaud, qui sont 2 enfants de Pierre, donc des frères et sœurs, qui vont marier Françoise Claire Levasseur et Pierre Levasseur, qui sont également des frères et sœurs. Donc, frères et sœurs ont marié frères et sœurs. Ça arrivait souvent, d'ailleurs. C'était quand même assez fréquent, surtout dans des villages peut-être un peu plus éloignés. Là, on est somme toute au début de la Nouvelle-France, donc c'est quand même somme toute fréquent. Donc là, la terre, le mariage, les enfants, est-ce qu'ils se sont établis définitivement à l'île d'Orléans? Non, et pour une bonne raison. En tout cas, moi, je trouve que c'était quand même une bonne raison. Quelques années après leur mariage, Pierre et Marie vont avoir un conflit avec leur voisin, Mathurin Thibodeau, dit Lalime. Je dis conflit, mais c'est pas mal plus qu'une petite chicane de clôture, là. C'est un gros conflit quand même. En 1671, on voit dans les extraits que, dans les registres, que Pierre Michaud va poursuivre Thibodeau pour avoir maltraité Marie. On parle pas non plus d'une petite bousculade parce que Marie va avoir besoin d'une visite chez le chirurgien après le conflit. Il y a un procès criminel qui va s'en suivre, qui va durer plus de 2 semaines. Et malheureusement pour Pierre et Marie, il semble que l'affaire ait été rejetée, ou du moins, ils n'auront pas gagné leur procès.
Après ce procès-là, Pierre et Marie vont quitter l'île d'Orléans pour l'île aux Oies, qui est une presqu'île rattachée à l'île aux Grues. Est-ce que c'est l'événement avec le voisin qui vont les faire quitter? Difficile à dire avec certitude, mais disons que les dates concordent quand même assez drôlement. C'est vraiment dans les semaines qui ont suivi le procès qu'ils vont quitter. Pierre va toutefois garder sa terre de l'île d'Orléans pendant 2 ans, fort probablement pour de la location, avant de la vendre définitivement en 1673. Pierre va recevoir une autre concession de terre le 17 juillet 1674. Cette terre-là est située à l'île aux Grues et mesure 6 arpents de front face au fleuve Saint-Laurent et sur toute la profondeur de l'île. Donc, c'est quand même une très grande parcelle de terre. L'accord comprend également les droits de chasse et de pêche. En novembre 1681, il y a un autre recensement qui est effectué en Nouvelle-France. Pierre, Marie et leurs 5 premiers enfants à ce moment-là sont recensés à l'île aux Grues. Pierre possède désormais 7 arpents de terre défrichés, un fusil et 10 bêtes à cornes. Donc, on s'entend que c'est quand même un beau... Un troupeau. Un beau troupeau pour eux. Après une quinzaine d'années à l'île aux Grues, Pierre et Marie vont aller vivre à Rivière-des-Trois-Saumons, qui est près de Saint-Jean-Port-Joli, selon l'acte de baptême de leur fille Élisabeth, du moins. Les 2 derniers enfants, Michaud, soit Geneviève et Marie-Madeleine, sont quant à elles baptisés au Cap-Saint-Ignace, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de la Rivière-des-Trois-Saumons. Et le 19 octobre 1695, Pierre reçoit encore une concession de terre, cette fois-là à Saint-Jean-Port-Joli. 2 ans plus tard, ils vont vendre cette terre-là à Pierre Lessard et en 1697 vont vendre finalement une autre terre à Saint-Jean-Port-Joli, cette fois à Eustache-Fortin. C'était pas si commun pour des familles de se déplacer autant, du moins quand tous les autres sujets qu'on a traités, les autres familles, c'était pas le cas. J'imagine qu'avec 9 enfants, déménager comme ça, c'est de l'ouvrage. Là. À un moment donné, il va bien falloir qu'ils s'établissent quelque part puis que ça arrête, ces déplacements-là. Moi, j'ai déménagé avec 3 enfants puis j'ai trouvé ça lourd. Fait que je veux même pas imaginer avec 9 enfants. Effectivement, ils vont s'enraciner quelque part et ce quelque part-là, c'est Kamouraska. Le 30 juin 1695, Pierre et Marie vont recevoir du seigneur Charles Aubert une concession de terre dans la seigneurie de Kamouraska. La terre mesure 12 arpents de front et la concession comprend également les droits de chasse et de pêche. Pierre et Marie s'engagent à mettre en valeur leur terre, c'est-à-dire de défricher, planter céréales, légumes, mais également d'aller porter tous les grains au moulin seigneurial pour les moudre. Donc, tout ce qu'ils devaient récolter devait absolument passer par ce moulin seigneurial-là. C'était un peu une façon aussi de s'assurer que le moulin avait de la visite, finalement, puis qu'il y allait travailler. En 1701, Pierre et Marie préparent leur avenir et celui de ses enfants. Pierre est particulièrement malade, possiblement atteint d'un cancer de la bouche selon certaines sources, mais bon, on remonte quand même il y a 300 ans. Là. Est-ce qu'on peut vraiment parler de cancer? Bon, bref. Mais il n'y avait pas vraiment d'espoir de guérison. En cas de décès de l'un des deux, Pierre et Marie demandent que le survivant reçoive la totalité des biens parce que la part de la personne décédée serait même pas suffisante pour subsister. Normalement, les biens du couple sont répartis entre le conjoint et les enfants, mais malheureusement pour eux, leur avoir n'est pas suffisant pour partager. Il faut que la personne du couple qui survit garde le tout. Pierre Michaud décède à l'âge d'environ 65 ans, quelque part entre le 30 mai 1702, qui est la date du mariage de son fils Joseph, et le 8 mai 1703, le mariage de sa fille Élisabeth. En avril 1724, Marie donne sa portion de terre qui mesure 2 arpents de front à son fils Joseph et en retour, celui-ci s'engage à nourrir et entretenir sa mère jusqu'à sa mort. Et Joseph veillera également à ce que 10 messes soient célébrées pour le requiem de son âme, donc à son décès. Marie est décédée à l'âge de 77 ans le 18 avril 1729. Très belle histoire, mais on ne peut pas la conclure sans ma question habituelle. Quels sont les legs de Michaud? Tout à fait. Donc, en 1989, il y a la province de Québec qui va nommer un pont en l'honneur de Pierre Michaud, qui est le pont Pierre-Michaud. Et on note qu'à l'époque, le nom Michaud était écrit M-I-C-H-E-A-U et non C-H-A-U-D comme on connaît à l'époque. Donc, il y a quelques choses qui vont être nommées en son honneur, qui vont être inscrites de cette façon. Je sais que dans vos livres aussi, monsieur et madame Michaud, vous utilisez l'appellation M-I-C-H-E-A-U parfois. Construit sur la rivière Kamouraska, le pont est situé sur la
la route 132 au nord du village de Kamouraska. Et la dénomination a été proposée par qui? Ben, par l'Association des familles Michaud. Tiens donc, quel hasard. Au dernier épisode, on parlait aussi qu'on voulait recenser quelques personnes marquantes des noms de famille qu'on parle. Bon, dans les Michaud de l'histoire récente, il y a bien évidemment l'excellent auteur-compositeur-interprète Patrice Michaud. Il y a le défunt acteur Claude Michaud qui a fait la voix Arthur Laroche. Arthur Laroche dans les épisodes québécois des Pierres à feu, ou encore Martin Michaud qui est l'auteur de la série de romans policiers Victor Lessard. Mais au-delà de ceux de l'histoire récente, il y a également Oswald Michaud qui est né en 1891. Lui va pratiquer le métier de pianiste pour le cinéma muet avant d'être l'accordeur attitré de toute la société Radio-Canada. Il avait même inventé le Sonobel qui était un piano électrique, mais en raison d'une pénurie de matériaux durant la Deuxième Guerre mondiale, il va juste pouvoir en fabriquer 2 exemplaires et ces 2 exemplaires-là vont rester dans la voûte de Radio-Canada. De par la proximité entre Kamouraska et le Nouveau-Brunswick, on retrouve également plusieurs familles Michaud dans cette province, dont plusieurs hommes portant ce nom qui vont être impliqués dans la vie politique néo-brunswickoise. Enfin, il y a les animateurs de Radio-Canada, Jean-Sébastien Girard et Rebecca McConnell, qui sont des Michaud de par leurs mères respectives. D'ailleurs, Rebecca McConnell a lancé il y a 1 an, presque jour pour jour, le livre « Dans mon sang », dans lequel elle raconte que Virginie Michaud, sa mère, en fait, n'est pas sa mère biologique. Rebecca est plutôt née d'une infidélité et sa mère a accepté de l'élever comme étant la sienne. Ça n'a jamais été caché non plus, comme quoi que elle avait été, c'était pas sa fille biologique. Déjà, ça, c'est une prémisse quand même assez troublante, mais je vous le dis, ça, là, ce que je viens de vous résumer, c'est comme les 4 premières pages du livre et le reste est encore plus surprenant. Je vous invite vraiment à aller lire ce livre-là. Monsieur et Madame Michaud, je pense que la région de Kamouraska va rester quand même importante et marquée pour les Michaud, si je me trompe pas. Absolument, absolument. C'est le berceau de la Gaspésie, en quelque part. Parce que il y a plein de familles, que ce soit ou acadiennes ou québécoises, qui sont établies là et qui, à un moment donné, leur famille grandissant, ont essaimé plus loin. Ouais. Alors, d'ailleurs, il y a une petite municipalité dans la vallée de Matapédia, Lac-au-Saumon, qui a été fondée par mon arrière-grand-père. Ah oui? Elzéar Michaud. Il est pas connu. Il est connu pour d'autres raisons. Mais puis en 2002, j'ai une cousine qui habite encore la région et qui a organisé un grand rassemblement de nos familles. Wow, c'est-à-dire okay. les enfants, petits-enfants de Honoré Michaud et Élise Charret, ma grand-mère. Et on était au-dessus d'une centaine. Wow. On a eu un plaisir fou. Dieu merci. Et justement, dans Eliade, à Lac-au-Saumon, le parc du Centenaire, sur le bord du Lac-au-Saumon. Et il y a un bâtiment qu'on appelle l'Accueil et on a nommé Accueil Elzéar Michaud. En l'honneur de votre arrière-grand-père. Et dans l'immeuble, il y a plein de photos de mes ancêtres. Wow. C'est vraiment agréable. Il y a plein d'autres choses aussi, parce qu'il y a plein d'autres familles à Lac-au-Saumon aussi. On n'a pas parlé de Michauville. La ville de Michauville, est-ce qu'il y a un lien avec la famille Michaud? C'est Saint-Bernard de Michauville. Non, c'est un autre nom de famille. Ah. D'ailleurs, notre ex-généalogiste, Jean-Eudes. Je m'excuse, le nom m'a échappé. Jean-Eudes avait écrit un article dans le Brelan, à savoir sur le nom Michauville. Et c'est pas relié. C'est pas relié. Hein? Des fois, il faut faire attention c'est ça. D'ailleurs, sur notre site, tous les brelans sont disponibles, sont numérisés. Si les gens veulent les lire. Parfait. On parle, donc, vous avez quand même eu, Mme Michaud, plusieurs de votre famille qui a été à Kamouraska, de la famille récente qui était dans la région de Kamouraska. Non, c'est pas récent. Pas récent, OK. Mais sauf que, et je veux préciser Bien sûr. que la terre qui a été allouée à Pierre Michaud est à Saint-Germain-de-Kamouraska. Il y a un marqueur de famille. Alors, c'est sûr, c'est pas une bibliothèque, c'est un marqueur, tu sais. Et la terre est encore opérée par des Michauds. Wow! C'est un Michaud qui a racheté les terres de Pierre. Puis Pierre, il serait enterré sur ces terres, justement, là-bas.
Et Incroyable. puis, au berceau même, l'association des Michaud, on a érigé un monument en l'honneur de Pierre Michaud et Marie Ancelin, qui est là-bas. Et là, je pense qu'on n'aura pas le choix de se rendre là-bas. Là. Ça mérite. Allez prendre des photos. J'ai vraiment envie d'y aller. Absolument. De votre côté, Sylvain, est-ce que vous aussi, vous avez de la lignée? Ben, c'est évidemment, oui, les premiers ancêtres qui ont été dans Kamouraska, mais dans votre généalogie récente, est-ce qu'on était encore dans cette région-là ou on s'est approché un peu plus de Montréal? On s'est rapproché plus de Montréal. Aussi. Moi, mon père est natif de Lac-aux-Saumons. OK. Et il est venu à Montréal en 1939, a rencontré ma mère, une Montréalaise, s'est marié et puis ils ont eu 2 enfants, dont moi j'étais l'aîné, puis malheureusement mon frère est décédé en 1982 à l'âge de 34 ans. Lac-aux-Saumons, juste pour nous situer. C'est dans la vallée de Matapédia, OK. mais c'est pas sur la route 132. Quand on arrive à Lac-aux-Saumons, à passer à Mkoui, là, je sais pas si ça vous dit. OK, quand même. Bon, à passer à Mkoui, à un moment donné, faut tourner à droite. Le village est de l'autre côté du lac. OK. C'est pour ça que c'est plus ou moins connu, mais... Moi, ma branche sont partis de Kamouraska pour aller à Kings et Falls. Ah bon, tu vois. C'est en Estrie, je crois. Oui. Oui, OK, parfait. Mais ceux qui ont essaimé du Nouveau-Brunswick, là, lors de la déportation, se sont rendus jusqu'à Bécancour. Quand on va à Bécancour, si on passe par là, on va voir plein de noms acadiens, les rues, les Richard, des Landry. Alors, c'est comme ça que la déportation s'est envenue jusqu'ici. Pas loin d'ici, en tout cas. Pas à côté, mais pas loin. Dans les Michaud aussi, à Victoriaville, il y a un docteur Michaud qui était là-bas, puis il avait fondé son hôpital aussi, l'hôpital Michaud, qui va avoir d'ailleurs un article dans le prochain Brelan. Ah oui? Ben là, on n'aura pas le choix de le lire. Là. Ah oui, Vraiment, ben non, c'est, ben non. en anglais, on appelle ça un teaser. Excellent teaser. Ça me donne vraiment envie de le lire. C'est déjà ce qui conclut notre 5e on est épisode. vendu. Sylvain Michaud, Lise Michaud, un immense merci de votre présence. C'est un plaisir. De vous être déplacés jusqu'ici. C'est vraiment un super beau cadeau que vous nous faites. Puis je pense qu'on va faire ça à quelques reprises, de recevoir des associations comme ça. Vous nous donnez le goût d'entendre parler encore plus. Bien sûr. Cet épisode également, je vous le rappelle, qui était présenté par généalogie-québec.com, la plus grande collection en ligne d'archives historiques du Québec et du Canada, avec plus de 100 millions de documents pour retracer l'histoire de votre famille. Et en tant qu'auditeur, vous profitez d'un rabais exclusif de 25% sur votre abonnement en entrant le code promo Histoire25 à l'achat. Sylvain, est-ce que vous pouvez nous rappeler où est-ce qu'on peut vous suivre? C'est quoi les façons de vous contacter? C'est le site famillemichaud.org, famille avec un S. Et puis, il y a aussi un site Facebook Michaud. Qui s'appelle l'Association des familles Michaud. Association des familles On va Michaud, mettre oui. les liens en Tout à référence sur fait, le podcast. vraiment. Je vous remercie vraiment encore une fois. Merci à toi aussi, Martin. Pour le prochain épisode qui va sortir le 14 novembre prochain, on va parler de la présence de la religion en Nouvelle-France, mais aussi on va parler de la famille la plus populaire de l'île d'Orléans, la famille Simard et leur ancêtre commun, Noël Simard, dit Lombrette. On se revoit dans 2 semaines, mon cher ami. À la prochaine. Merci beaucoup. Notre histoire nous sera racontée dans ce passé